Bien, je vous propose de commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du conseil municipal. Je vais demander à Monsieur Louis Vergniaud de bien vouloir accepter d'être secrétaire de séance et de noter les pouvoirs de Monsieur Swierdzinski à Monsieur Brett, de Madame Fredouey à Monsieur Marceau jusqu'à ce que Madame Fredouey arrive, elle est bloquée dans les embouteillages, de Madame Jouve à Monsieur Blanc pour une partie aussi de la soirée, de Monsieur Penel à Monsieur Paddy, de Monsieur Fashion à Monsieur Sibrac et de Madame Gauthier à Monsieur Vergniaud. Donc voilà, voilà pour les pouvoirs. Je voudrais juste en introduction, comme il est de coutume, parler un petit peu de faits d'actualité. Un des faits d'actualité en ce moment à Blanquefort, mais pas que, dans plusieurs villes de France, c'est la question des rythmes scolaires. Donc je voudrais faire un petit point très rapide pour voir un petit peu où on en est et en même temps me permettre de rappeler la démarche qui a été adoptée. Donc, je vous rappelle le contexte, parce que ce contexte n'est pas forcément très simple à comprendre. Le contexte est le suivant. Le décret Hamon institue l'obligation de 4 jours et demi scolaires par semaine. Le décret Blanquer du 27 juin dernier institue la possibilité d'une dérogation à la loi générale qui est effectivement celle de 4 jours et demi. Ce que nous avons choisi de faire sur Blanquefort, c'est d'abord de respecter nos engagements. Premier engagement, je vous rappelle que 4 jours ou 4 jours et demi, il n'y a pas que ça, mais il y a évidemment toute la question du plan éducatif, du projet éducatif de territoire, ce qu'on va appeler le PEDT, et que ce PEDT, c'est quelque chose qui est global, avec également tout ce qui est mis en œuvre sur, par exemple, tout le périscolaire, et qu'on s'était engagé, ça tombait cette année, à faire une évaluation de ce PEDT. Donc on s'est dit qu'après tout, ça tombait pas plus mal, avant de se poser des questions sur l'avenir, mais quand on parle d'évaluation de politique publique, il faut déjà peut-être commencer par évaluer l'existant. Donc, avant les vacances de Toussaint, il y a un questionnaire qui a été envoyé à toute personne qui participe de près ou de loin à la communauté éducative, c'est-à-dire l'ensemble des familles, les enseignants, tout le personnel municipal, membre également de la communauté éducative, les associations, puisque un certain nombre d'entre elles ont participé au TAP, et puis de manière un petit peu plus ludique, les enfants, parce que je rappelle quand même que le but du jeu de tout ça, c'est pas de se poser la question des horaires des adultes, mais de l'intérêt du temps de l'enfant. C'est quand même la base essentielle. Lorsque le décret Hamon a été mis en place, avec le PEDT, l'Éducation nationale, dans le décret, a également institué ce qu'on appelle un comité de suivi, dont la composition était décrétée effectivement par le décret, reprenant des membres de la municipalité, l'Éducation nationale, fédération de parents d'élèves, etc., etc. Donc ce comité s'est réuni régulièrement depuis que le PEDT est en place et jusqu'au 12 octobre dernier. Et j'ai souhaité élargir maintenant, une fois qu'on en est à l'évaluation, ce comité de suivi avec l'accord de Madame l'inspectrice. Je lui avais bien évidemment posé la question, de manière à être plus large, à pouvoir inviter davantage d'élus, à pouvoir également inviter les représentants des têtes de réseau de l'ABC et de l'ESB, puisqu'ils participent bien évidemment aussi à la communauté éducative. Donc jeudi dernier, on a fait la rencontre de ce grand comité de suivi élargi, où donc ça nous a permis de faire un rapide bilan de l'évaluation qui avait été mise en place, et puis à partir de là, de se poser un certain nombre de questions pour l'avenir. Donc, rapide bilan qui montrait que, en ce qui concerne les horaires des enfants, de la part des familles, on avait plutôt des réponses qui étaient globalement positives. De la part du personnel municipal, une évolution positive, notamment dans les questions des horaires, également de la continuité du suivi éducatif. Les enfants avaient l'air aussi plutôt contents dans l'ensemble. On note à chaque fois quand même une différence, mais ça on le sait depuis le départ, entre ceux qui sont en élémentaire et ceux qui sont en maternelle, parce qu'on est obligé de mettre les mêmes horaires et ils n'ont pas le même âge, donc forcément on ne le vit pas exactement de la même manière, d'une façon ou d'une autre, et puis avec des avis de la part des enseignants qui étaient très critiques
critique négativement donc sur l'organisation des horaires et sur les éventuels avantages que ça aurait pu apporter, notamment sur les apprentissages des enfants. Donc, ce qu'il en est sorti, il y a eu beaucoup de discussions, je ne vais pas tout vous résumer ici, mais ce qu'il en est sorti, c'est qu'il y a un consensus pour dire qu'il va falloir proposer plusieurs scénarios. Effectivement pour l'avenir. Donc on doit se revoir au mois de décembre pour pouvoir élaborer ces scénarios. Ces scénarios seront présentés au vote des familles au mois de janvier. C'était ce à quoi je m'étais engagée s'il n'y avait pas un consensus global sur l'évaluation du PEDT. Ces scénarios seront présentés au vote des familles au mois de janvier et je rappelle que je m'étais engagée, quel que soit le résultat du vote des familles, à suivre le vote des familles à partir du moment où on consulte les gens, le but du jeu, normalement, est de suivre effectivement leur avis par rapport à ça. Donc voilà où on en est de cette longue période de concertation. Je rappelle par la même occasion qu'il n'y a pas que de l'évaluation quantitative, mais également du qualitatif, où on a déjà eu 2 rencontres qui se sont produites, et j'en profite pour dire que jeudi soir, il y a une rencontre à fond gravé sur la question de l'enfant et la question du jeu, et que samedi matin, à 10h, si ma mémoire est bonne, je ne dis pas de bêtises, à la salle Annie Aubert, une sorte de petit déjeuner débat, petit déjeuner parce qu'il va être 10h du matin, également sur ce même thème pour que l'on puisse en débattre. Donc voilà pour information où on en est de cette période de concertation qui est suffisamment large pour qu'elle puisse effectivement toucher tout le monde. Donc voilà pour information. En premier point, nous avons l'adoption du compte-rendu du conseil municipal du 25 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des observations à faire? Pas particulièrement, je peux le considérer comme étant adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, premier point, nous avons 2 rapports et nous avons donc une invitée ce soir. Bonsoir Hélène et merci de votre présence. Donc du Carré Colonne pour pouvoir nous présenter le rapport d'activité. Attention, c'est l'année 2016, hein, donc il va falloir savoir faire un petit retour en arrière. Je vous en prie. Merci. Donc, moi, j'ai 5 minutes pour vous faire une petite synthèse du bilan d'activité 2016 que, normalement, tous les élus ont dû recevoir. Donc, vous dire que le bilan 2016 court pour nous sur 2 saisons, c'est-à-dire sur la saison 15-16, c'est-à-dire la fin de 15-16 et 16-17. Et que du coup, pour nous, c'est un peu compliqué de... Donc l'année prochaine, on vous présentera sans doute un bilan par saison et plus par année. En tout cas, vous dire que donc, sur ce bilan d'activité 2016 du Carré Colonne, on a accueilli 46 spectacles, ce qui est un peu moins qu'en 2015. On avait 50 spectacles en 2015, qui représentent 146 représentations. On en avait un peu moins. Donc on a allongé les séries, c'est-à-dire qu'on a fait plus de séries de spectacles. Donc au lieu d'avoir une représentation, on en a fait 2 ou 3 pour pouvoir permettre un bouche à oreille éventuel sur les spectacles. Et puis on a accueilli en 2016 26 800 spectateurs sur une jauge qu'on proposait à 30 000 et quelques, en sachant qu'on a une petite augmentation par rapport à l'année 2015. Il faut faire attention avec ce chiffre de fréquentation en hausse, parce que d'un côté, effectivement, on a une fréquentation en hausse, mais on s'est rendu compte, par exemple, que le nombre d'abonnés était en légère baisse par rapport à la saison d'avant. C'est-à-dire qu'on avait une saison 14-15 avec 2500 abonnés, 2490 abonnés, et que sur 15-16, on est tombé en dessous de la barre des 2000 abonnés. On n'avait plus que 1900 abonnés. Donc nous, ça nous a interrogés. Et ça nous permet aussi d'essayer de comprendre pourquoi les gens s'engagent moins sur l'abonnement, pourquoi il y a une moindre fidélisation du public. Et on essaye là de mettre en place des nouvelles choses, et notamment pour la saison en cours 16-17, on a notamment retravaillé notre grille tarifaire et proposé des abonnements plus simple. On s'est rendu compte que nos abonnements étaient très compliqués à comprendre pour le public. Et cette année, on a
créé 3 abonnements, un abonnement à 3 spectacles, un abonnement à 6 spectacles et un abonnement à 10 spectacles, avec le même tarif, quels que soient les spectacles que vous mettez dans cet abonnement. Je vous dis ça et j'anticipe peut-être sur le bilan 2017, mais du coup, nous, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on voit notre nombre d'abonnés remonter. Donc on est plutôt content de ce constat. Vous dire aussi que la saison du Carré-Colonne, c'est effectivement une saison d'octobre à mai, mais c'est aussi 2 festivals importants. En 2016, c'était la 24e édition de l'Échappée Belle, donc au parc de Fontgravé, avec malheureusement sur l'édition 2016, et là je ne parle pas de 17, on a dû annuler l'inauguration pour faute de mauvais temps. Donc on a eu par contre un week-end ensoleillé magnifique, et ce qui fait que cette édition 2016, la 24e année, est une où on a eu le plus de fréquentation. Depuis 5-6 ans, en fait, on a eu 11 900 spectateurs sur les 4 jours de l'édition 2016. Avec à peu près 2700 enfants accueillis sur les journées jeunes publiques, environ 160 professionnels, et donc près de 9000 personnes sur le week-end de juin 2016. Ce qui n'est, pour vous donner... alors, moi, je suis là depuis 1 an et demi, donc j'ai plus les chiffres de 2015 en tête, mais j'ai très bien ceux de juin 2017, où là, c'était l'inverse. On a eu de très belles journées jeunes publics ensoleillées, où on avait en plus pris le parti d'accueillir plus d'enfants. Donc, en 2017, on a accueilli 4000 enfants. On a doublé quasiment, enfin 1 fois et demie en plus, le nombre d'enfants accueillis sur cette édition. Et par contre, on a eu un samedi, pour ceux qui étaient là, médiocre, puisqu'il a plu toute la journée. Et donc, on a eu beaucoup moins de fréquentation. Donc, on est un peu moins sur cette édition 2017. On doit être à 10 000 spectateurs, alors qu'on en avait presque 12 000 en 2016. Mais ce festival, évidemment, dépend énormément du climat. Donc on est un peu... voilà. Et puis il y a un autre festival important aussi, et pour l'équipe, puisque c'est beaucoup d'organisations, c'était la première édition en 2016 du Festival des Arts de Bordeaux. Le Festival des Arts de Bordeaux est coporté par une association qui est à Bordeaux, qui s'appelle le FAB, et par le Carré-Colonne. Et d'ailleurs, nous partageons la directrice, puisque Sylvie Violent est maintenant à mi-temps sur le Carré-Colonne et à mi-temps sur le Festival des Arts de Bordeaux. Et la première édition 2016 a été un succès aussi, puisque ce festival co-construit donc avec 40 structures culturelles de la métropole. Dès la première année, nous avons accueilli près de 64 000 spectateurs. Alors, vous dire aussi que ces 64 000 spectateurs sont induits par le fait que beaucoup de propositions ont lieu dans l'espace public, avec beaucoup de propositions assez impressionnantes, de grosses formes. Cette année, la première année, nous avons ouvert avec une installation dans la ville qui s'appelait les Dominos. Je ne sais pas si certains ont vu ces dominos géants. On a eu 25 000 personnes sur cette proposition, par exemple. Et dans les salles, on a quand même eu plus de 15 000 spectateurs. Donc ça a été un succès, cette première édition. Et effectivement, notre deuxième édition de octobre 17 a aussi été un beau succès, puisque nous avons atteint 79 000 spectateurs. Je vous fais le bilan 2017 en même temps, mais c'est parce que je suis en plein dedans. Voilà. Vous dire aussi peut-être d'autres chiffres qui peuvent vous intéresser, c'est la proportion, donc sur l'année 2016, 46 spectacles, je vous ai dit, dans la saison, à peu près 25 se déroulent à Saint-Médard, 15 à Blanquefort et 6 hors les murs. Par exemple, on a aussi fait quelques propositions à la Vacherie sur l'année 15-16 et 16-17. Vous dire encore que un autre chiffre important et qui compte pour nous, c'est qu'à peu près 58% de cette programmation est totalement accessible à l'ensemble des familles. Donc il y a une vraie volonté d'inscrire encore une programmation familiale au sein de cette large programmation, de cette large proposition.
Vous dire aussi que le Carré Colonne a développé depuis quelques années une cellule de production, c'est-à-dire que nous avons en production déléguée, donc nous portons certains spectacles et notamment les petites pièces vagabondes de notre compagnie associée La Petite Fabrique et qui de plus en plus tournent, ce qui fait que ça nous permet d'avoir aussi un peu de recettes propres complémentaires. Et de vous dire aussi que notre statut de scène conventionné nous impose dans notre cahier des charges d'être un lieu de création et donc d'aide aux artistes, et que pour l'année dernière, nous avons eu à peu près une dizaine de résidences, donc des artistes qui viennent travailler de 4 à 10 jours dans nos murs, et aussi une part importante de coproduction, c'est-à-dire que nous apportons des moyens financiers à la réalisation de certains spectacles. Donc il y a eu 10 résidences en 2016, il y a eu 8 coproductions et une production déléguée de La Petite Fabrique. Vous dire aussi que le projet de Sylvie Violent a un large volet aussi d'action culturelle, et ce avec l'ensemble des publics. Je ne vais pas vous détailler toutes les actions culturelles parce qu'il y en a beaucoup, mais vous dire que ça va ça tient en fait autour de 4 mots-clés pour nous, qui sont découvrir, voir, pratiquer et échanger. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'importance à tout ce qui est rencontre avec les artistes en amont, après des bords de scène, mais aussi des visites de théâtre pour essayer justement de décloisonner un peu et de faire découvrir autrement ces lieux, les colonnes à Blanquefort, mais aussi le Carré à Saint-Médard. Vous dire aussi qu'on a de nombreux parcours qu'on propose et aux collégiens et aux lycéens, mais aussi à l'ensemble des élèves du primaire, voire de plus en plus un travail envers la petite enfance qu'on essaiera aussi de développer. Voilà donc un petit peu pour les ateliers et cette action culturelle. Et il y a aussi un volet important qui est tout ce qui relève de la responsabilité professionnelle. Évidemment, on organise des journées professionnelles dans le cadre de l'Échappée Belle qui ont un grand succès. Et puis, on fait partie de nombreux réseaux, du réseau d'experts local au niveau de la région, mais après aussi de réseaux européens et professionnels qui font que cette scène aujourd'hui est reconnue au national, mais aussi à l'international. Voilà, ça c'était pour le bilan d'activité. Je ne sais pas si j'ai oublié certainement des choses, mais peut-être vous avez des questions. Oui, merci Hélène pour cette présentation. Carré Colonne que l'on connaît bien évidemment ici. Je vous rappelle que c'est un rapport d'activité, donc il n'y aura pas de vote, mais qu'il peut y avoir toutes les questions possibles. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur Brett. Michel Brett? Non, juste pour compléter ce que vient de dire Hélène, moi j'avais deux éléments à souligner. D'abord par rapport à l'Échappée Belle, souligner le travail de partenariat qui existe depuis des années, qui est renforcé année après année entre les services, les équipes du Carré Colonne, les services de la ville et puis l'ABC, ce qui fait qu'on a un village associatif sur ce festival que vous connaissez, qui marche bien. Donc j'en profite juste pour remercier tous les bénévoles associatifs qui sont impliqués à chaque édition et qui participent à leur manière à la réussite de ce festival. Et la deuxième chose que je voulais souligner aussi, c'est le travail de qualité qui est fait avec le monde scolaire par l'équipe de Carré Colonne. J'ai l'occasion d'aller à de nombreux spectacles. J'y vais encore jeudi soir voir la nouvelle proposition de Philippe de Coufflet. Et c'est vrai qu'à chaque spectacle où je vais, il y a un nombre très très important de scolaires, collégiens, lycéens, et je trouve ça, c'est pas un travail qui est très connu de la part du Carré Colonne, mais c'est un travail important de qualité envers le monde jeune. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Peut-être juste quelques mots rapides en ce qui me concerne pour pouvoir conclure et pouvoir vous libérer, Hélène, par la même occasion. Bien évidemment, je souscris à tout ce que vient de dire Michel. J'en profite aussi pour rappeler l'importance du spectacle vivant. L'importance du spectacle vivant qui est pour beaucoup d'artistes quelque chose où
Enfin, ça devient difficile, enfin, ça n'a jamais été facile d'en vivre, mais on va dire que ça fait maintenant plusieurs années que ça devient de plus en plus compliqué, et qu'il faut pour cela, pour qu'on arrive à en vivre, des lieux de diffusion, alors de création, mais également des lieux de diffusion, pour que l'on ait un des aspects de notre culture via le spectacle vivant qui puisse perdurer. Donc merci aussi pour cela. Juste, je voulais aussi vous inviter à redécouvrir peut-être la programmation. Sachez qu'on est tout à fait prêt à venir présenter l'ensemble des spectacles et au conseil municipal. Alors, je ne vais pas le faire ici tout de suite maintenant, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus et au Carré et aux Colonnes. Et il y a de grands spectacles qui auront lieu dans vos salles, notamment donc Découflé, Michel en a parlé, mais aussi fin décembre, un spectacle qui revisite l'opéra de Carmen, qui est très très drôle avec que des marionnettes. Et je vous recommande vraiment vivement de découvrir ce travail du Turac Théâtre. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Merci à vous de votre présentation et bonne soirée. Donc on va pouvoir reprendre la suite du Conseil. Nous avons un deuxième rapport à l'ordre du jour, peut-être un petit peu moins spectacle vivant puisqu'il s'agit de Bordeaux Métropole. La parole est à Jacques Pady. Oui, alors je vais faire court aussi, pas comme au Soviet suprême. Mes chers collègues, comme tous les ans à la même époque, je vous présente ce rapport d'activité dont je dis bien un peu comme pour le Carré-Colonne, c'est le rapport 2016 d'activité de Bordeaux Métropole. Alors les chiffres étant arides, je les arrondirai, cela ayant une influence heureuse sur la compréhension, parce que autrement ça devient rapidement indigeste. Alors, si le 1er janvier 2015 fut la naissance de Bordeaux Métropole, vous vous en souvenez, 2016 sera l'année de l'acquisition des nouvelles compétences, avec en particulier la première phase de mutualisation. Ça, vous l'avez tous suivi. Pour l'année 2016, donc, je vais être obligé de me répéter souvent sur cette année, l'investissement s'est monté à 350 millions d'euros contre 390 millions en 2015. Donc il y a une baisse de 40 millions d'euros, mais qui s'explique par la fin des gros travaux du tramway, ce qui représente 40 millions d'euros de moins, soit 6% de moins sur la mobilité. C'est uniquement pour ça. Bon, le reste du temps, les investissements sont plutôt en hausse. La dynamique du logement social s'est confirmée, s'inscrivant dans l'objectif du PLU. 3600 logements sociaux ont été édifiés en 2016, dont 1106 PLAI. Je vous rappelle, c'est les prêts locatifs aidés d'insertion qui servent pour ces logements, et ce sont vraiment des logements sociaux. Dont 3270 et 200 PLAI de moins l'année précédente. Donc il y a une progression. On sait qu'elle n'est pas suffisante, mais il y a quand même une progression du logement social sur la métropole. Les subventions aux acteurs économiques se sont élevées à 12 millions d'euros en 2016, tout confondu, économie sociale et solidaire, etc., contre 6 millions en 2015. Donc, il y a un doublement de 2015 à 2016, avec pour objectif d'atteindre, bien sûr, en 2030, 100 000 emplois sur la métropole. C'est un peu le combat de toutes les métropoles et de toutes les régions. Quand on parle du nombre de voyages en bus et en tram, on voit une augmentation passant de 130 millions de voyages en 2015 à 137 millions en 2016. Donc il y a une petite progression effectivement sur le nombre de voyages. Et nous noterons en particulier une forte progression des déplacements du BAT Métropole, nos bateaux de croisière, là, les catamarans qui sont sur la métropole. Ce n'est pas des bateaux de croisière bien sûr, c'est pour les gens qui se déplacent, qui vont au travail. Ils passent de 240 000 à 320 000, ce qui est quand même pas mal. Les déchets, c'est aussi une forte mission de la métropole, passent de 400 000 tonnes en 2015 à 405 000 tonnes l'année suivante. Il y a un tassement de la progression du ramassage des déchets, ce qui est bien, et avec un taux de valorisation à 92%. Donc pratiquement tout est revalorisé. Alors revalorisé sous forme bien sûr d'incinération, pas encore sous forme de valorisation plus précise, comme peuvent le faire certaines autres villes, mais il y a déjà une valorisation importante. L'eau potable, maintenant, elle est prélevée et le prélèvement est stable à 50 millions de mètres cubes, ainsi que la consommation qui est stable à 40 millions de mètres cubes. C'est énorme, mais nous atteignons 152 litres par jour et par habitant, alors que le seuil est de 161 litres par jour et par habitant fixé par la politique de l'eau. Les taux de conformité sanitaire sont excellents pour l'eau, donc qui était l'eau de la Cube, mais qui s'appelle maintenant l'eau de la métropole. En ce qui concerne les grands projets, bon, je finis là-dessus, parce que j'ai encore plus condensé mon propos. La ligne C du tramway vers Blanquefort a été inaugurée en 2016, vous le savez, et son extension vers Villeneuve-d'Ornon a été confirmée.
Les travaux de la ligne D ont débuté, ceux qui prennent la barrière du Médoc le savent. L'inauguration de la ligne SNCF Tours-Bordeaux a permis de mettre Paris à 2 heures de chez nous, 2h04 exactement. Une liaison par bus à haut niveau de service, ce qu'on appelle le BHNS, qui est un tram sur pneumatique en fait, entre Bordeaux et Saint-Omer-du-Médoc sera réalisée en 2020. La procédure d'enquête publique a été lancée pour le nouveau pont Jean-Jacques Bosc, qui, comme vous le savez, s'appellera pont Simone Veil. Enfin, la Cité du Vin a ouvert ses portes le 1er juin 2016. Je vous rappelle que ce rapport, il est disponible, il est très fouillé, très détaillé, et il est disponible en mairie, et si je peux vous être utile, je vous le communiquerai. Je me tiens à vos dispositions avec Madame le maire pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Paddy. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Sibrac? Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Juste une question technique, Monsieur Paddy, concernant la consommation d'eau potable, entre le prélevé et le consommé, où passe la différence? Oui, alors écoutez, c'est une bonne question que j'ai posée et c'est un peu compliqué à obtenir la réponse. Mais il y a 10 millions de mètres cubes, oui, alors on n'a pas de réserve, il a même été question, parce que j'avais assisté à une conférence de la Lyonnaise des Eaux, enfin l'eau de la métropole, disant qu'effectivement ce supplément d'eau qui a été prélevé pourrait être réinjecté dans les nappes phréatiques. Voilà, vous voyez, donc c'est une solution qui n'est pas encore mise en œuvre. Ah, oui, mais je ne pense pas au niveau de 10 millions de mètres cubes, donc je ne pense pas. Non, la fuite est à 2 millions de mètres cubes à peu près. Hein, c'est pas, donc, ça ne peut pas être aussi élevé. Mais écoutez, je vous amènerai la réponse, hein, parce que c'est important. D'autant plus qu'il faut savoir qu'il ne faut pas quand même... on est actuellement en tension, vous le savez, il n'a pas plu depuis très longtemps sur la métropole, mais il n'y a pas que ici. Mais qu'en 2016, on a tendance un peu à oublier, mais on avait eu en janvier 2016 un mois de pluie qui avait correspondu à 4 mois de précipitations. Donc il ne faut pas désespérer, il se peut qu'au mois de janvier, les précipitations seront abondantes pour recharger les nappes phréatiques. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Pas de pluie au mois de juin pour l'échappée belle. On a vu que ça avait un certain nombre de conséquences. Bon, merci. Moi, je n'ai rien rajouté sur le rapport parce que sinon il faudrait tout reprendre de manière, globale, mais dire qu'effectivement les gros dossiers qui sont portés par Bordeaux Métropole avancent convenablement les uns à la suite des autres. Et ça, c'est plutôt bénéfique pour le PCI dont nous faisons partie. Je vais peut-être vous proposer de demander à Madame César Brunet, qui doit prendre la parole maintenant, de nous présenter, de survivre, ça devrait aller, mais de nous présenter 4 délibérations. Bien sûr, on pourra les discuter, les voter de manière séparée si vous le souhaitez, ça c'est pas le souci, mais de présenter les délibérations 3 à 6. Pourquoi? Parce qu'on vient de présenter le rapport de Bordeaux Métropole et en fait, toutes ces délibérations qui sont des délibérations financières ou d'administration générale ont un rapport avec Bordeaux Métropole et parfois certaines expliquent l'autre. Bonsoir à tous, excusez-moi, je crois que mon propos va être entrecoupé de quelques quintes de tout, mais bon, je vais faire le maximum. Donc, comme Madame le maire l'expliquait, les 4 délibérations que nous allons voir là ont donc trait à la répartition financière du transfert des charges liées à la mutualisation. Donc, la première concerne donc le rapport de la commission locale d'évaluation et transfert de charges, autrement appelée CLECT, qui se réunit en moyenne 2 à 3 fois dans l'année pour évaluer le montant des attributions de compensation versées aux différentes communes appartenant à Bordeaux Métropole. Cette année, donc, sur ces 2 réunions, 3 grands thèmes ont été examinés, plusieurs compétences ont été proposées à la mutualisation. Il y a aussi une information qui a été donnée sur le cycle 3 et en même temps une évaluation de la régularisation des différentes prestations de services proposées dans les villes. Donc la ville de Blanquefort n'est bien sûr pas concernée par tous ces critères, mais elle doit, comme toutes les villes de la métropole, délibérer en ce sens, et les 3 autres délibérations aussi auront trait à une délibération dans chaque commune.
Donc à travers ce rapport, donc, on nous propose d'approuver le rapport des différents travaux donc, de cette commission, d'accepter les différents transferts et d'arrêter le montant de notre attribution de compensation sur le fonctionnement et notre attribution de compensation sur l'investissement, que vous trouverez donc noté à 387 201 € et à 7 734 332. Excusez-moi. Pour faire lien, si je peux poursuivre, la deuxième délibération nous informe donc que la mutualisation n'est pas un outil fixe, comme nous l'avons vu dans le rapport de l'ACLECT, mais peut donc subir des évolutions au gré des attentes et des demandes faites par les villes. Donc, dans cette délibération, nous accédons donc à une demande que nous avons faite de révision du niveau de service, parce que nous avons donc demandé à Bordeaux Métropole d'acheter pour notre commune différents matériels informatiques, plus précisément, qui du coup a un impact sur notre attribution de compensation. Et vous avez donc les sommes qui sont reprises. Et nous demandons donc la possibilité de signer cet avenant qui nous permet donc de confirmer l'achat de ces différents matériels. De la même manière, sur la délibération suivante, nous en arrivons donc à une convention de remboursement sur les dépenses qui sont signées avec Bordeaux Métropole. C'est en fait un avenant. À l'origine, nous avons donc transféré des compétences, mais Bordeaux Métropole n'avait pas pour autant engagé tous les marchés nécessaires pour répondre à ce transfert de compétences. Donc nous avons validé une convention qui permettait donc une refacturation des frais, et nous demandons par cette délibération une prolongation de 2 ans, car à ce jour, les marchés ne sont pas encore finalisés. Et la dernière, absolument technique, concerne donc la durée d'amortissement liée à l'attribution de compensation d'investissement qui a donc été validée. Merci. Alors, bien évidemment, vous pouvez poser des questions sur les délibérations que vous souhaitez. Elles sont toutes relativement techniques, mais en même temps, elles sont effectivement les reflets que nous pouvons avoir avec Bordeaux Métropole sur les questions de mutualisation. Alors, qui souhaite s'exprimer à ce sujet? Pas particulièrement. C'est clair pour tout le monde? Alors, si pas de demande de prise de parole, une question de ma part. Est-ce qu'il y a des votes différenciés sur ces délibérations? Ou est-ce que je peux toutes les faire voter ensemble? Donc, des délibérations 3 à 6 inclus. Je voudrais savoir qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, qui est également très technique. C'est la fin du budget annexe des transports. Madame César-Brunet. Tout a été dit. Donc, de fait, nous devons affecter les excédents au budget principal de la ville. Et pour cela, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement étant évalué à 48 128,15 €, nous l'affectons donc à l'excédent de la ville, comme je l'ai déjà dit. Voilà, tout simplement. Merci. Des questions particulières à ce sujet? Voilà, et donc là, c'est la dernière délibération. On entendra parler du budget transport. Là, cette fois-ci, tout est évacué. Je peux mettre cette délibération en voix? Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Une admission en non-valeur, Madame César-Brunet. Donc c'est en fait là une délibération que nous sommes amenés à prendre chaque année dans les différents conseils municipaux. C'est en fait pour cette fois-ci d'admettre en non-valeur la somme de 163 142 061. Cette somme est bien plus importante que celle que nous passons habituellement et concerne donc le remboursement d'un préjudice que nous avions donc connu au titre de l'incendie d'un bâtiment communal dont beaucoup d'entre nous se rappellent, ici plus précisément, même par là pourrais-je dire. Et donc nous n'avons pas à ce jour, enfin le trésorier n'a pas pu à ce jour recouvrer la somme auprès donc de ce débiteur qui a donc été condamné à assurer le remboursement, et c'est donc l'assurance qui nous a pour autant indemnisé, mais de fait nous devons inscrire donc cette dette en admission en non-valeur.
Merci. Puisque la personne était non solvable, effectivement, le trésorier n'est pas allé au bout. Mais Madame César Brunet l'a dit, mais je le rappelle parce que c'est important, les assurances ont bien sûr fonctionné. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières à ce sujet? Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, une décision modificative. Madame César Brunet. Donc, dans cette décision modificative qui, du coup, va s'avérer limpide parce qu'elle reprend certains éléments que nous avons vus dans les délibérations précédentes, nous voyons donc, pour équilibre, que la section de fonctionnement, il y a donc des dépenses de 496 357 qui s'équilibrent aussi en recettes, et pour la section d'investissement, à 333 557 000 euros. Donc, la section d'investissement, cela correspond donc à l'attribution de compensation d'investissement, sont des opérations d'ordre, en fait. Et pour la section de fonctionnement, nous avons donc l'admission en valeur et de la même manière l'attribution de compensation. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques particulières à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, étant donné que nous votons le budget dorénavant en avril, il faut bien vivre avant. Madame César Brunet. Donc, réglementairement, nous passons là aussi cette délibération tous les ans, comme disait Madame le maire, pour continuer à pouvoir payer les différentes charges et continuer à faire fonctionner la commune. Donc, c'est tout à fait réglementaire. On peut donc mettre en recouvrement et engager à hauteur des crédits inscrits au budget de l'année 2017, au quart concernant donc le budget d'investissement hors autorisation de programme, et ensuite la totalité des crédits de paiement envisagés. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Ah oui, ça aussi, cette saison, mais la révision des APCP. Donc, toujours là, dans la question des APCP, il y a donc la question de réajuster ces crédits de paiement sur les années à venir. Donc, pour la première, nous avons donc un allongement d'une année de la paix. Et pour les deux dernières, les crédits de paiement sont ventilés différemment, mais la durée n'est pas pour autant prorogée. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je vais donc mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Dédommagement financier de la SARL Noam, ou si vous préférez, celui qui tient la Maison des Jardiniers à Majolan. Donc un dysfonctionnement dans le bâtiment qui est donc occupé par cette société a été donc constaté, confirmé avec tous les relevés électriques nécessaires, et nous sommes donc amenés aujourd'hui à rembourser, dédommager donc l'an de la SARL Noam qui a été amené à faire des dépenses excessives. Voilà, le tour en électricité pour des questions de compteur. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce sujet? Madame Duro. Bonsoir mes chers collègues. Vu les... il y a eu Tout à fait. Alors, j'ai pas bien compris votre question, mais Madame César Brunet va quand même y répondre. Peut-être. Merci.
Nous sommes propriétaires. Donc, tous ces travaux de dysfonctionnement électrique ont été considérés comme étant de la responsabilité de la ville. Donc, tout ça a demandé des recherches parce qu'il a fallu identifier d'où venait le problème. Ensuite, il a fallu que l'on ait un certain recul sur les différents relevés de consommation pour que l'on puisse bien définir ce qui relevait la normalité sur la consommation de ce qui relevait de l'anormalité pour ensuite pouvoir évaluer la somme. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage, mais il fallait s'assurer que l'on était bien sur une surconsommation anormale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Et délibération suivante, liée aussi au décalage. C'est vrai que sur toutes les associations qui ont du personnel, nous faisons des avances sur subvention. Madame César-Brunet. Délibération aussi que nous rencontrons tous les ans, c'est donc de proposer à votre vote une avance sur subvention qui correspond à 25% de ce que nous proposons à ces associations et ou établissements publics afin qu'ils puissent continuer leur activité. Merci. Des demandes d'intervention? Monsieur Sibrac? Oui, juste sur les associations qui notamment reçoivent des subventions supérieures à 23 000 €. Il y avait eu dans le rapport de la Cour régionale des comptes une note indiquant qu'il y avait, avait-il dit, des irrégularités dans la convention. Est-ce que ces choses-là ont été régularisées ou est-ce que c'est en cours? Je vous remercie. Oui, Monsieur Sibrac, rappelez-vous, quand on a présenté le rapport de la Cour des comptes, au moment de son rapport définitif, avait dit que c'était déjà effectivement régularisé et mis en place. On est en novembre 2017, ça doit faire 2 ans maintenant. Il s'agissait de conventions à refaire signer à des associations et à publier sur le site internet de la ville la liste de ces subventions. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, je vous rappelle que nous avons un délégataire pour le cinéma des Colonnes et que, comme toute délégation de service public, c'est au conseil municipal qu'il appartient de fixer les tarifs. Monsieur Michel Brett. Alors en novembre 2016, nous avons ici même convenu de confier l'animation, la gestion du cinéma des Colonnes au délégataire OCF, Organisation Cinématographique Favart. Et comme nous l'avions également évoqué, nous devons à chaque année voter sur la grille tarifaire. Donc nous vous proposons pour l'année 2018 de ne pas bouger la grille tarifaire du cinéma des Colonnes, de garder tous les tarifs qui sont à 4 € pour les moins de 14 ans, tarif tout petit à 3,50 € et de mettre en place une nouvelle tarification, tarif réduit du lundi au vendredi de 17 h à 19 h. Voilà, pour essayer, ça c'est la volonté du délégataire, la volonté de toucher de nouveaux publics. On l'a évoqué lors de la commission réunie, vous souhaitez avoir les derniers chiffres. Donc les derniers chiffres à la mi-novembre des entrées depuis la mi-janvier est à plus de 23 000 entrées. Ce qui est plutôt bien, parce qu'on a un mois de décembre où régulièrement on a beaucoup de fréquentation, donc on devrait être pas loin des 30 000 entrées. Aussi un autre élément quantitatif, le CNC, le Centre national du cinéma cinématographique, nous donne des chiffres sur l'année 2017 qui sont en baisse par rapport à 2016. On a en 2016, sur les 10 premiers mois de 2016, on a eu 212 millions d'entrées et en 2017, on est passé à 210 millions d'entrées. Donc il y a une baisse au niveau national de fréquentation des salles de cinéma. A priori, Blanquefort résiste plutôt bien à cette baisse nationale. Au-delà de ces chiffres, je voulais moi en profiter pour souligner aussi la qualité du travail qui est fait par ce délégataire. Vous avez à chaque programme que vous pouvez vous procurer, vous avez 8 à 9 séances spécifiques pour essayer de toucher tous les publics.
Aujourd'hui, le délégataire a répondu à un appel à projet du CNC et a été retenu, ce qui fait que pendant 3 ans, le cinéma va pouvoir se doter d'un médiateur pour sensibiliser le jeune public. C'est un poste qui va être mutualisé avec les 3 salles que gère ce délégataire à Andernos et à Cestas. Et puis, j'en profite pour vous inviter à participer à toutes les animations qui vous sont proposées. Vous en avez une demain soir qui s'appelle « Bientôt dans vos assiettes ». Donc, je vous invite bien sûr à y aller, mais à aller régulièrement au cinéma. Et aussi pour souligner que la plupart de ces animations sont faites en lien avec les associations locales. On aura aussi le lundi 4 décembre une soirée spéciale sur l'Algérie avec l'association Tabadoul. Donc je ne peux que vous inviter à venir régulièrement au cinéma. Merci. Belle invitation, merci Monsieur Brett. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer à ce sujet? Monsieur Sibrac. Oui, merci Monsieur Brett d'avoir répondu à notre demande. Juste savoir, 23 000 entrées à ce jour. L'année dernière, sur 2016 complet, vous avez une idée du nombre pour qu'on puisse savoir? Pardon, excusez-moi. Il est à 30 187. Il était fourni, enfin c'était l'an dernier, on l'avait dans le contrat d'affermage. On devrait être sensiblement dans les mêmes chiffres. Malgré le fait que le cinéma n'a ouvert que presque à la fin janvier, et malgré les travaux du centre-ville, qui ont peut-être des fois perturbé un petit peu le fonctionnement du cinéma. Et malgré cette baisse nationale que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je voudrais juste en profiter moi aussi pour saluer le travail qui est fait autour de ce cinéma de proximité. Cinéma de proximité qu'il faut défendre avec griffe et ongles par moment, et effectivement rappeler peut-être la différence qu'il peut y avoir entre un cinéma de type commercial qui doit exister, je n'ai rien contre, il n'y a aucun problème avec ça, mais qui propose des choses différentes d'un cinéma de proximité. Il faut faire en sorte à tout prix que les deux coexistent. C'est bien sûr l'ensemble des Blanquefortais, mais que j'invite à venir au cinéma. Mais pour connaître un petit peu de gens dans le sud, Médoc, il y en a pas mal qui ont été vraiment très très contents de la continuité de notre cinéma à Blanquefort, qui commence à rayonner, sérieusement à l'extérieur de la ville. Je mets donc cette délibération aux voix sur la fixation des tarifs. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Alors c'est un classique et en même temps, c'est pas mal de rappeler que ça fait partie aussi de notre politique sociale, les chèques sport et les tickets relais club. Madame Isabelle Maillet. Oui, merci Madame le maire. Justement, j'allais faire un petit rappel sur ces 2 dispositifs. Et avant, vous n'êtes pas sans savoir que, bien sûr, la ville subventionne les associations sportives dans la diversité de leurs pratiques. Donc 2 dispositifs que nous avons mis en place qui permettent bien sûr aux jeunes de pouvoir avoir l'accessibilité à ces associations sportives. Donc le premier dispositif, c'est le chèque sport. Je crois que vous avez un peu l'habitude maintenant d'entendre ce mot. Et le deuxième dispositif, c'est le ticket relais club. Donc le chèque sport, il est destiné aux jeunes Blanquefortais qui sont détenteurs des cartes des services municipaux, qui leur permet de bénéficier d'une remise sur le prix total, de la cotisation. Le ticket relais club, lui, vise plutôt à faciliter le passage des enfants qui ont fréquenté le dispositif multisport de la commune. Donc ces 2 dispositifs, bien sûr, c'est la ville qui paye la différence en une subvention aux associations. Donc il vous est proposé d'attribuer pour 2017 les subventions chèque sport et ticket relais club aux associations sportives, et vous avez le tableau en annexe. Et si vous regardez, ce n'est pas négligeable au niveau de l'aide qu'on peut apporter aux jeunes sur ces associations. Merci, pour un montant total effectivement de 17 550 €. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet?
Pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Un nouveau projet de la classe Ulysse du Collège du Paty que nous souhaitons soutenir, Monsieur Marceau. Oui, dans le cadre de la politique jeunesse, il vous est proposé de soutenir un projet de la classe Ulysse, un projet conte du Collège du Paty, et d'accorder une subvention de 100 €. Ce projet autour de la lecture du conte, du théâtre et de l'expression est en lien avec la vie locale, la vie culturelle et sociale du territoire. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Si ce n'est qu'on peut bien sûr se féliciter du lien qu'il peut y avoir entre les classes du collège et bien évidemment tout ce que l'on peut proposer localement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, qui a un lien avec une délibération que nous avions déjà prise l'année dernière. C'est sur la question de la liste des dimanches pour 2018, pour lesquels est accordée une dérogation collective du maire au principe du repos dominical. Monsieur Jauvert. Bonsoir mesdames, messieurs. Comme vous le savez, depuis 2015, la loi autorise donc la possibilité de déroger au commerce de détail, de déroger au principe du repos dominical. En fait, ça se traduit tout simplement, si on inverse la chose, par la possibilité d'ouvrir certains commerces le dimanche. Sur Blanquefort, nous avons pris l'habitude, bien sûr, de consulter les commerçants concernés, enfin tous ceux ayant bien sûr des employés susceptibles d'être intéressés, mais également de choisir les dates parmi celles qui résultent d'un accord qui est discuté, enfin d'une consultation qui est faite entre Bordeaux Métropole, la Chambre de commerce et certains commerçants. Donc pour cette année, il vous est proposé donc 5 dates. C'est les 5 dimanches de décembre 2018 et ils correspondent aux demandes qui sont faites par les commerçants blanquefortais. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Madame Duro. Merci. D'autres demandes d'intervention? Oui, Monsieur Sibrac. Nous voterons comme l'année dernière pour cette délibération sans aucun problème, étant donné que sur le principe ça ne nous pose pas de problème, et de surcroît que l'ensemble des acteurs concernés sont tous favorables. Donc nous ne voyons pas la raison de voter contre une mesure comme celle-ci. Merci, Monsieur Padi. Eh bien, moi je vais voter contre, par d'abord cohérence avec ce que j'ai le dernier vote où j'avais voté contre, effectivement, parce que ça peut se poser des soucis de fond. Je comprends très bien la problématique du commerce, je peux la comprendre, c'est une période de fête, surtout que ce n'est pas fait à coup de schlag, donc les gens sont volontaires pour le faire. Mais néanmoins, c'est une position de principe, comme nous aurons l'occasion de le rappeler pour une délibération future. Là. Merci, Madame Lacossade. Pour des raisons personnelles, je ne participerai pas au vote. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Bon, ce sont des positions de part et d'autre que je peux tout à fait comprendre. Après, effectivement, on n'a pas de grande surface sur la commune, même quand on est une moyenne surface, on peut considérer qu'effectivement c'est du commerce de proximité et le travail qui est fait sur la période de Noël peut être effectivement importante pour ces commerçants, sachant qu'ils sont aussi raisonnables, ils ne demandent pas plus que cela non plus. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable effectivement de part et d'autre. Donc je mets donc cette délibération en voie pour bien prendre en compte tous les votes des uns et des autres. Donc non-participation, vote contre, vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, qui est vraiment très très technique. Madame Maillet, charte d'utilisation des données de Vigifoncier.
Oui, pas si technique que ça. Disons que c'est quelque chose qui a été mis en place notamment avec Bordeaux Métropole et la SAFER Bordeaux Atlantique, puisqu'une convention de partenariat a été signée au mois de mai 2017. Donc vous savez que la SAFER, bien sûr, a une politique, enfin je ne sais pas si c'est une politique, mais enfin disons que c'est une grosse boîte aux lettres qui achète des terrains, qui les revend, etc., enfin qui protège un petit peu aussi le milieu naturel et agricole. Ah non, pardon, j'ai cru que j'avais... donc pas forcément uniquement, bien sûr, que sur Bordeaux Métropole, mais sur tout le territoire français. Donc cette convention de partenariat a été signée avec Bordeaux Métropole, et la SAFER propose aux communes qui font partie de Bordeaux Métropole de signer une charte d'utilisation, puisque sans la signature de cette charte d'utilisation, nous ne pouvons pas rentrer dans le portail, c'est un portail cartographique foncier qui s'appelle Vigifoncier. Donc voilà, il faut à tout prix signer cette charte, ce qui nous permet d'avoir une veille sur les espaces, sur les terrains agricoles et naturels. On a l'habitude, notamment au niveau urbain, d'avoir ce dispositif qui est la déclaration d'intention d'aliéner, donc ce qu'on appelle les DIA. Et donc c'est une DIA qui nous permet d'avoir un petit peu d'avance et de pouvoir visualiser les espaces qui sont mis en vente. Donc vous avez en annexe la charte d'utilisation de ces données de Vigifoncier. Et on vous demande d'autoriser Madame le maire à signer la charte d'utilisation. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Vergnaud. Oui, ça ressemble plus, après avoir regardé de près la question technique, à un logiciel qui permet aux différentes communes d'avoir une visualisation de ces fonciers. Alors, pourquoi ceci en plus? Car déjà, la SAFER avait la priorité et le présentage sur les différents terrains agricoles, qui sont eux-mêmes inscrits au PLU. Qui souhaite répondre, Monsieur Blanc? Et Madame Maillet après, si tu veux. La seule différence, c'est que la SAFER, auparavant, travaillait toute seule. Là, elle informe les municipalités d'un transfert possible de propriété entre plusieurs acquéreurs. Voilà. C'est un clignotant qui nous permet, comme les DIA en urbanisme, d'être avertis d'une possibilité de cession de parcelles. Quelque chose à préciser, Madame Maillet? Oui. Oui, alors avant ça existait, chaque collectivité pouvait passer une convention avec la SAFER. Donc là, ça a été regroupé au niveau de Bordeaux Métropole, ce qui est pas plus mal, puisqu'on a 28 communes qui sont concernées. Mais voilà, là, c'est uniquement la charte d'utilisation, c'est pour rentrer dans le portail. Mais ce système de convention de DIA existait autrefois. Elle n'était pas obligatoire, mais on pouvait passer avec la SAFER une convention qui nous permettait d'avoir une petite avance sur la vente des terrains, et justement par rapport à un projet de territoire, de pouvoir estimer si ce terrain pouvait faire partie d'un projet agricole sur la commune, et qui nous permettait de le mettre un peu en réserve foncière agricole, comme on le fait sur la partie urbanisation. Mais c'est un système qui existait depuis très très longtemps. Monsieur Vergnaud? Oui, alors vous venez de le confirmer, c'est un système qui existait depuis longtemps, sur lequel les notaires ont obligation de prévenir. On a le système par les hypothèques, on a le système par les SAFER, et on voit les résultats actuellement, notamment dans le nord-ouest de Blanquefort, où on a des îlots un peu perturbants qui normalement auraient dû rester agricoles. Là, je crois qu'on mélange deux choses, si je peux me permettre, Monsieur Vergnaud. La délibération dit, vous l'avez dit vous, la délibération dit, vous l'avez dit vous-même,
En fait, on met ça sur un logiciel. On met ça sur un logiciel cartographique. Bon, ben pourquoi? Parce que c'est une méthode de fonctionner aujourd'hui, 2017. Voilà, on utilise effectivement des logiciels cartographiques. Et la délibération tourne autour de cette charte d'utilisation et donc de porter des renseignements tout simplement sur ce logiciel cartographique avec un échange d'informations entre la commune qui signe la charte et bien évidemment la SAFER. Ça va pas plus loin, hein. Voilà, c'est un logiciel cartographique. Et à partir du moment où on y met des données, il faut bien évidemment demander l'avis du conseil municipal. Voilà. Et pour faire plaisir à Madame César Brunet, ça ne nous coûte pas un centime. D'autres demandes d'intervention? D'autres demandes d'intervention? Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est sur... on va parler de la réserve naturelle de Bruges. Alors non pas qu'elle soit à Blanquefort, mais on va parler de la création d'un périmètre de protection et dont une partie, effectivement, est sur la ville de Blanquefort. Monsieur Jean-Marie Deluche. Bon, cette délibération part d'une initiative des services de l'État qui veulent mettre en règle le périmètre qui entoure la réserve naturelle avec les textes. Donc cette mise en place d'un périmètre de protection, c'est pour faciliter les échanges écologiques entre la réserve naturelle et sa périphérie. Dans cette zone, il y a la mise en place de prescriptions pour éviter toute incidence sur la réserve naturelle. Vous avez les prescriptions qui sont dans le texte qui est annexé à la présente délibération. Ce périmètre aussi, vous avez une carte qui présente les parcelles qui sont impactées. Donc la création d'une réserve naturelle, ça se passe en plusieurs étapes. Nous sommes là à la 3e étape. D'abord, il y a eu une proposition d'un périmètre par les services de l'État. Cette proposition a été présentée aux propriétaires et à tous les acteurs concernés. Il y a une information des propriétaires et des titulaires sur les droits réels sur ce périmètre. Là, c'est l'accord des deux communes concernées, puisque le périmètre de la réserve naturelle se retrouve intégralement sur la commune de Bruges et les créations du périmètre impactent la commune de Blanquefort. Il y aura ensuite une consultation d'experts scientifiques. Ensuite, il y aura une procédure d'enquête publique et la création du périmètre ne se fera qu'à l'issue de l'enquête publique sur laquelle nous serons encore amenés à donner un avis. Donc la délibération de ce soir, c'est de se dire d'accord, de donner un avis sur la création d'un périmètre de protection. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Vergnaud? Il y a deux détails qui me surprennent. D'une part, on avait une frontière nette entre la zone naturelle. Maintenant, on l'extend au-delà de la Jalle de Canteret. Et d'autre part, deuxième question, les propriétaires ont été consultés, effectivement, mais ils n'ont pas été tout à fait d'accord, parce que les interdictions qui interviennent sur ces terrains les empêchent complètement d'exploiter. À savoir faire des foins en hiver, on ne voit pas très bien. Monsieur Deluche, qui a suivi toutes les négociations. Alors juste pour... D'abord, la frontière naturelle, elle ne fait que... C'est la Jalle de Canteret et la Jalle de Blanquefort ne fait que 10 mètres, donc la protection, les incidences sont loin d'être arrêtées par la frontière que pose la Jalle. La deuxième chose, par rapport aux propriétaires, ils ont tous été consultés. Et dans les prescriptions, je ne vois pas où il est interdit de faire les foins, puisque la réserve naturelle restera dans ses frontières, elle restera au sud de la Jalle de Blanquefort, elle ne venira pas. Et les prescriptions qui concernent le périmètre de protection n'incluent pas les prescriptions qui sont dans le plan de gestion de la réserve naturelle. Et c'est quand même beaucoup plus allégé. D'autres demandes d'intervention? Monsieur Vergnaud?
Oui, quand vous nous dites les travaux d'entretien hydraulique des jarles et des fossés ne peuvent s'effectuer que dans la période du 1er septembre au 31 janvier. C'est déjà le cas. Hein. Et deuxième, ça peut être le cas, là, je comprends très bien, mais quand vous dites qu'on ne peut faire de fauches mécaniques que dans la même période, je dis que les foins, on ne peut pas les faire. Non, Alors, vous avez... Pardon, il y a un petit passage agricole, donc pour le petit passage agricole, Madame Maillet. Non, il y a justement une dérogation par rapport à cette gestion-là des fauches. C'est mis dans l'article 6, le 3e, ces dispositions ne s'appliquent pas pour les travaux de fauches mécaniques des parcelles B1, etc. Donc pour les foins, ils pourront faire les foins en temps voulu. Donc il n'y a pas de souci pour la fauche. Après, broyage, etc., les autres entretiens, oui, il y a des périodes qui sont définies. Mais pour la fauche, l'éleveur qui veut faire les foins, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, vous l'avez dans le 3e point de l'article 6, c'est-à-dire à la page 4, à la page 4 du texte. En même temps, je retrouvais l'idée. Donc pas de problème pour les foins. Il s'agit en fait tout ça. On a une réserve naturelle urbaine. Je voudrais juste insister sur le fait que des réserves naturelles urbaines en France, il n'y en a pas énormément. On est quasiment une exception sur ce qui est sur une réserve naturelle urbaine, et que dans toute réserve naturelle, il est prévu qu'il doit y avoir un espace tampon ou un périmètre de protection, appelons ça comme on veut. Voilà. Donc sur l'entourage, de manière à ce que la réserve naturelle à l'intérieur puisse continuer à vivre et que l'espace tampon, mais ce ne soit pas de la réserve naturelle, et qu'effectivement les agriculteurs pourront continuer à exploiter de cette manière-là. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention à ce sujet? Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est un classique, mais qu'on aime beaucoup repasser, la convention de partenariat avec coup de pouce, Monsieur Jean-Claude Marceau. Oui, ce dispositif coup de pouce favorise la réussite de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Depuis de nombreuses années déjà, l'association Coup de pouce clé intervient à l'école du Bourg dans le cadre d'un partenariat avec l'équipe pédagogique de l'école, les parents, les associations, la mairie et autres partenaires. Donc la FIL souhaite renouveler son engagement pour l'année 2017-2018. Donc je vous propose, il est demandé à Madame, Messieurs d'autoriser Madame le maire à signer la nouvelle convention. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Non, simplement peut-être pour saluer le travail qui est fait chaque année, là-dessus. C'est pour ça que je dis c'est une délibération que l'on aime bien repasser. Je la mets donc aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. On repasse également la demande de convention de partenariat, je vais y arriver, avec l'association Nuages Bleus qui fait un travail très utile, Monsieur Swirzynski. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est une autre convention de partenariat avec Keolis. Madame Jouve.
Oui, bonsoir. Donc, il est proposé de mettre en place une convention de partenariat entre Keolis et la police municipale. Donc, les rapports sont déjà existants. Ça vise à les formaliser, à les mettre dans un cadre réglementaire. Ça permettra à la police municipale d'intervenir bien évidemment dans les bus, dans les trams, sur les voies de bus quand il y a des voitures en gêne de stationnement, de lutter contre les incivilités et aussi de faire de la prévention au niveau de l'alcool, puisqu'il y a de la consommation d'alcool parfois dans les transports. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Sibrac? Concernant cette convention, nous sommes tout à fait favorables parce qu'elle nous semble aller dans le bon sens. La question qu'on se pose pour Blanquefort, c'est concernant les effectifs de la police municipale qui sont, comme vous l'avez déjà indiqué de notre point de vue, assez faible. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions et est-ce que la police municipale, compte tenu de ses effectifs, pourra assumer ce partenariat de façon concrète? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il est fait mention d'informations mensuelles et puis un rapport annuel des incivilités. Pourrons-nous avoir la communication de ces événements, ces statistiques, dirais-je? Et puis pour terminer, depuis que nous sommes partis pour la plupart des élus de ce groupe Blanquefort au cœur, la première année, il y avait eu la gendarmerie qui était intervenue pour présenter l'activité, les résultats des années passées, et nous regrettons, pour ce qui nous concerne, que cette intervention n'ait plus lieu. Voilà. Je vous remercie. Quelques éléments de réponse, Madame Jouve? Oui, alors sur les effectifs de la police municipale, je vous rappelle qu'à Blanquefort, il n'y a pas seulement une police municipale, il y a un service médiation. Faut savoir qu'il y a des strates quand même de communes plus importantes qui n'ont qu'un seul policier municipal. Ici, nous en avons 3 et nous avons en plus 4 personnes au service médiation, ce qui représente quand même un effectif de 7. Donc, pour répondre aux missions, il n'y aura pas de souci pour qu'ils fassent en plus du transport. On a notamment un personnel administratif qui peut se charger de toute la partie administrative de l'APM, donc ce ne sera pas un souci. Concernant les chiffres de Keolis, je devrais normalement les recevoir en milieu de semaine et dans ces cas-là, je m'engage bien évidemment à vous les communiquer si vous le souhaitez. Voilà. Je ne les ai pas encore en ma possession. Sur les chiffres de la gendarmerie, écoutez, je poserai la question puisqu'on a un nouveau capitaine de gendarmerie. Encore une fois, on n'est pas donneur d'ordre, je ne peux rien imposer à la gendarmerie. Monsieur Sibrac. Ce n'était pas un reproche, Madame Joux, c'était une contestation et un regret. Je n'ai accusé personne du fait qu'on n'ait plus cette intervention. Je la regrette. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Je pense que c'était intéressant d'avoir une intervention de gendarmerie une fois par an. Tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Sibrac, sur le fait que ce soit intéressant. De mémoire, je ne signerai pas de mon sang, mais quand même de mémoire, le lieutenant Breton, à l'époque commandant de la brigade, est intervenu 2 fois en conseil municipal. Moi, je dirais 2. On regarde, je sais pas, j'ai un souvenir de 2, mais bon, après je peux me tromper. Le capitaine est arrivé, le nouveau capitaine est arrivé cet été, et il y a eu toute la... Vous savez qu'on a eu une grande période électorale cette année et que toute la gendarmerie s'est retrouvée systématiquement bloquée par le devoir de réserve, et à partir du 31 janvier, ils avaient ordre de la part de monsieur le préfet, enfin ici et partout ailleurs, de n'absolument pas communiquer puisqu'on rentrait dans une période électorale, la période des présidentielles et des législatives, mais bien évidemment qu'il y aura de nouveaux comptes rendus de la gendarmerie en conseil municipal, aucun souci là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Convention de partenariat avec l'ABC. Monsieur Brett. On vous propose de prolonger d'1 année la convention qui nous lie à l'ABC, convention que nous signons en conseil tous les 3 ans. Il y a à ce jour une réflexion en cours sur la mise en place d'un pôle jeunesse que nous travaillons avec l'ABC. Donc nous souhaitons... prolonger d'1 année cette convention pour pouvoir intégrer dans le cadre de la prochaine convention les éléments qui pourraient être intégrés à ce nouveau projet de pôle associatif, de pôle jeunesse, pardon. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet?
Je peux mettre la délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Alors, on parle également d'associations avec la mise à disposition de personnel municipal auprès d'un certain nombre d'entre elles. Madame César-Brunet. Donc là, nous parlons donc du renouvellement de conventions de mise à disposition qui concerne donc le COS, le GAB et la Villanelle. C'est donc un renouvellement annuel que nous vous proposons. Merci, c'est un classique effectivement. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux mettre cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, on va vous proposer un petit changement au conseil d'administration du CCAS. Madame Jouve, ici présente, m'ayant fait part de sa agenda par moment un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et donc avec cette difficulté d'être présente au CA du CCAS, je vous rappelle que juridiquement parlant, c'est bien une élection de liste qui doit se faire au CA du CCAS. Donc Madame Guyonneau, je vais vous proposer de nous lire la liste de l'ensemble des candidats après discussion entre groupes politiques bien évidemment. Donc, Madame le maire vous a présenté le cadre de cette délibération. Il vous est proposé de procéder à l'élection de 7 délégués, à savoir Brigitte Guyonneau, Sylvie Lacoste-Terrain, François Guenet, Francis Jauvert, Jean-Marie Deluche, Christiane Depal et Nathalie Gauthier. Je voudrais quand même prendre une petite seconde, si vous le permettez, pour avoir une pensée donc pour Daniel Laurent qui nous a quittés le 22 octobre dernier. C'est un ancien élu de Mérignac qui était le président de l'association Vie Libre. C'était un militant infatigable et je voulais donc en profiter de ce conseil municipal pour avoir une pensée pour lui. Je vous remercie. Et vous faites bien, c'est quelqu'un avec lequel on a beaucoup travaillé. Donc, même liste que celle présentée en début de mandat, avec donc un changement, Monsieur Francis Jauvert, à la place de Madame Virginie Jouve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer avant l'élection? Pas de demande d'intervention. Je mets donc cette élection en voix. Vote. Alors c'est élection, donc je vais dire vote positif, vote négatif ou vote blanc. Vote positif pour la liste. Vote négatif. Vote blanc. Je vous remercie. Délibération suivante. Syndicat mixte du Pays Médoc dont nous faisons partie a une modification de statut, Monsieur Deluche. Oui, la modification de statut concerne 3 choses. La première chose, c'est pour se mettre en adéquation avec la nouvelle organisation territoriale du Médoc, puisqu'on est passé de 6 communautés de communes à 4, de prévoir la répartition des représentants, puisque au syndicat mixte du Pays Médoc, c'était les communautés de communes qui étaient représentées. Donc il y a une nouvelle répartition des membres du comité syndical. C'est à changer pour les 3 communes de la métropole, Parempuis, Résine et Blanquefort, et de rajouter dans les statuts tout le travail qui est effectué au niveau du Pays Médoc par rapport à la création du futur parc naturel régional. C'est-à-dire tout le travail qui est fait avec le soutien de la région pour la création du parc naturel régional du Médoc, où on en est à la phase d'enquête publique vient de se terminer. On aura une présentation des résultats de l'enquête publique courant décembre. Et le syndicat mixte du Pays Médoc préfigure la future organisation du parc naturel régional. Donc c'est juste pour se mettre en conformité par rapport à tout ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet ? Peut-être un tout petit regret de ma part que les 3 communes de la CUV n'aient pas été intégrées dans l'enquête publique sur l'ensemble du PNR, parce que je pense que par rapport au Médoc et au mode de gouvernance, nous avons aussi des choses à dire. Donc voilà, ça c'est mon petit regret personnel, mais ça ne change rien à mon vote sur la modification des statuts, que bien évidemment j'approuve. Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Indemnité forfaitaire de déplacement sur la commune. Madame César-Brunet.
Donc en fait, c'est une liste que les services se tiennent à tenir à jour parce qu'elle permet donc d'indemniser forfaitairement les agents qui utilisent donc leur véhicule pour assurer leurs activités professionnelles. Donc cette liste-là a été apurée, on peut le dire comme ça. Une personne a été enlevée, enfin un poste a été enlevé parce que ça ne correspondait plus aux besoins. Et nous présentons autrement une liste cohérente. Merci. Des demandes d'intervention particulières? Je peux la mettre aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Alors là, ça va être une nouveauté à partir du mois de janvier pour les agents de la ville de Blanquefort. En application de la loi, il va falloir apprendre un nouveau mot. Ça s'appelle le RIFSEP. Madame César-Brunet. Donc, le RIFSEP. Madame le maire vous l'a déjà en partie présenté. Cela veut donc dire régime indemnitaire des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel. En fait, nous avions donc dans la ville de Blanquefort un régime indemnitaire qui était donc qui s'appuyait sur des textes législatifs. Des nouveaux décrets sont sortis, amenant à la disparition des primes constitutives de ce régime indemnitaire. Donc nous faisons aujourd'hui qu'appliquer les textes réglementaires qui sont donc proposés à toutes les villes. Vous en avez donc les éléments explicatifs. Dans les grandes lignes, vous expliquez que donc ce nouveau régime indemnitaire se décompose en deux parties. Une part que l'on appelle fixe, qui est donc l'IFSE, l'indemnité aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise, qui est donc une base, et ensuite un complément qui peut être proposé, qui est donc le CIA, qui peut s'avérer facultatif. Nous avons donc décidé à Blanquefort d'appliquer ce complément de régime indemnitaire. Vous trouverez donc dans le document les différents plafonds réglementaires concernant chaque cadre d'emploi, ainsi que les conditions d'éligibilité à ce nouveau régime indemnitaire. Avec peut-être une petite précision, parce que la délibération doit juridiquement être convenable, donc c'est bien le plafond qui vous est présenté ici, et non pas les primes qui sont prévues à Blanquefort. On n'y arriverait pas. Ouais. Voilà, donc il y a aussi cet élément-là à préciser par rapport à la délibération. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer à ce sujet? Monsieur Sibrac. Monsieur Sibrac. Alors, sur cette question, afin de pouvoir définitivement acter notre vote, Madame le maire, j'anticipe l'éventuelle réponse de Monsieur Laborde, où nous ne pouvons pas, avec Madame Fabienne Castin, toujours être présents au comité technique. C'est pour ça que je me permets de vous poser ce jour la question. Dans la délibération, dans le vote du comité technique du 7 novembre, où il était question de ce sujet-là, les représentants du personnel se sont pour la CGT, si j'ai bien compris, voté contre. Pour deux autres représentations syndicales se sont abstenues et une a voté pour. Voilà, donc il y avait une, deux et une, si j'ai bien. Ah pardon, alors, autant pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles étaient, bon, la CGT, on a bien compris puisqu'on a eu dans nos boîtes une indication. Qu'est-ce qui a été modifié par rapport à l'ancien régime d'indemnitaire? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une personnalisation de la prime qui est maintenant en vigueur à partir de 2018, qui n'existait pas avant? Qu'est-ce qui est différent? Je suis désolé, je sais que ces questions peuvent se poser en commission réunie, mais là encore une fois, nous n'étions pas jusqu'au bout pour des personnes d'entre nous, et le comité technique non plus. Donc, permettez de vous demander quelques précisions sur ce sujet-là pour pouvoir prendre une position. Je vous remercie de votre indulgence. Oui, alors moi je vais voter contre, mais je m'étais exprimé en commission réunie sur ces questions. Je veux bien découpler deux choses, c'est-à-dire que je salue le travail qui a été fait par Sylvie César-Brunet et Natacha de la DRH Métropole, qui ont apporté, ainsi que la municipalité, une réponse humaine à la loi. Hein. Je ne vais pas... voilà. Le RIFSEP n'est pas une nouveauté, mais ma position s'inscrit un peu comme pour le travail du dimanche dans le cap qu'on me fait apprendre à la fonction publique, qui doit s'adresser effectivement aux plus démunis aussi,
la fonction publique est en train de se dégrader. Et j'ai peur que certains projets, effectivement, n'aggravent ce cas. Donc c'est pour ça que je vais voter contre, hein, parce que je sens bien que, comme beaucoup de gens, la fonction va primer sur le grade, la prime sur l'indice, ça va avoir des impacts sur les retraites. Donc, je ne vais pas faire en demi-mesure, je vote contre pour ça. Alors on me dira, il y a d'autres lieux pour effectivement prendre des positions de fond. Oui, mais moi, à l'âge que j'ai, il y avait la carrière brillante qui est la mienne. Je ne vais pas m'emmerder, comme disait ma grand-mère, avec ce genre de choses. Je vous remercie. Et on salue la grand-mère de M. Paddy. Madame le maire. Ah pardon, j'allais vous répondre, mais M. Sibrac, je vous en prie. Non, mais allez-y, allez-y. Ah, allez-y, je vous en prie. Non, allez, juste on va dire pas que faire de galanterie, je vous en prie. Non, j'appréciais la démonstration de M. Paddy, mais je dois vous avouer qu'elle ne me permet pas de prendre une position. Donc si Madame le maire peut nous apporter des réponses qui soient plus factuelles et moins idéologiques, dirais-je, je l'en remercie. Alors, si on part des faits, les employés de la fonction publique territoriale ont un salaire et, dans certaines communes, parce que toutes ne l'ont pas mis en place, un régime indemnitaire qui est une prime mensuelle. Je rappelle que toutes les communes n'ont pas mis en place. Déjà, il y a ça. La loi a changé. Le régime indemnitaire en tant que tel n'existe plus et devient RIFSEP. Le RIFSEP est séparé en deux. Le plus important, alors c'est ce fameux IFSE, l'indice de, je sais plus, mais enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, qui est une prime qui est liée à, qui doit être donnée de manière objective. Donc c'est la même pour tout le monde en fonction de votre niveau de responsabilité. Et donc ce qui a été effectivement négocié, c'est que selon le taux d'encadrement, alors du plus bas et effectivement au plus haut, la prime est de temps. Par rapport à l'avant, il y a également une nouveauté. C'est ce qu'on appelle la suggestion. Alors c'est un terme complètement barbare qui veut dire plus simplement que il y a une prime si par exemple on a du travail en décalé. Par exemple, les agents qui doivent travailler le week-end, je pense aux aides à domicile, je pense au personnel de l'AVL. Et il y a 4 suggestions. 4 ? Je dis pas de bêtises. Il y a 4 suggestions qui ont été trouvées, comme par exemple celle que je viens de dire, la question du travail décalé, des conditions d'accueil du public, etc., etc. Donc, pour répondre très simplement à votre question, par rapport à aujourd'hui, tous les agents de la ville de Blanquefort toucheront au pire exactement la même chose qu'aujourd'hui, pour la grosse majorité d'entre eux, plus. C'est-à-dire que si, par rapport à la... comment je vais dire ça ? À l'organigramme, où il y a le classement comme cela sur les niveaux, si jamais un agent était inférieur, lui va forcément gagner. S'il touchait plus que ce qui est prévu, il va garder le fait qu'il touche plus. Ces nouvelles dispositions sont pour les agents qui rentreraient plus tard dans la collectivité. Et en plus de cela, il y a, donc ça c'est quelque chose qui est fixe tous les mois. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle le CIA, donc qui est facultatif et que nous avons choisi d'appliquer à Blanquefort. C'est une prime annuelle que nous allons verser au niveau du mois de juin. On voit très bien pourquoi, les vacances arrivent, enfin bref. Une prime annuelle d'une moyenne de 300 €. Une moyenne de 300 €, pourquoi une moyenne ? Parce qu'il y a une petite partie de ce CIA qui n'est pas fixe et qui est liée, on est en plein dans la période des évaluations professionnelles, qui est liée à l'évaluation. Donc ce qui est fixe, c'est la prime mensuelle. Elle dépend non seulement de votre niveau de responsabilité, mais de votre degré de pénibilité dans le travail. Et ce qui peut éventuellement changer, c'est sur la prime facultative, avec c'est quelque chose qui ne va pas énormément bouger, non plus selon les évaluations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une différence de 20 à 30 € à peu près, de 20 à 30 € selon les personnes, le tout pour garder une moyenne de 300 €. Et si vous regardez le résultat du comité technique, la CGT a voté contre et effectivement,
s'est exprimé sur une question, j'ai envie de dire, de principe. FO s'est abstenu et la CFDT a voté. Je tiens à la voter. Je tiens à préciser que, financièrement parlant, la ville, par ce pied du RIFSEP, accepte de faire un effort financier en direction de ses agents. Voilà, pour avoir essayé d'être la plus claire possible. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Monsieur Guéné. Oui, juste pour préciser les propos de Jacques Padi. Je voterai également contre, mais je dirais pas uniquement, mais en précisant que c'est l'indemnité de suggestion en particulier que nous visons. C'est un moyen de régler le travail d'un personnel autrement que par le salaire. C'est-à-dire que tout ce qui est suggestion ne rentrera pas dans le calcul de la retraite, ne rentrera pas dans le régime général, donc du salariat. Donc voilà, je voulais préciser ça. Merci. D'autres demandes d'intervention? Madame Carpentier? Oui, merci. Simplement pour savoir pourquoi toutes les communes n'y adhéraient pas. Pourquoi lesquelles d'abord communes y adhéraient et pourquoi pas toutes les communes en fait? Là, vous me posez une colle, parce que j'ai pas toute la liste des communes. J'ai pas toute la liste des communes. Alors, quand on me pose une colle, vous m'accordez un instant et je vais voir. Alors, réponse de monsieur le directeur général des services, qui forcément a la bonne réponse administrative, c'est la libre administration des communes. Voilà, donc effectivement, il y a un certain nombre de communes qui restent sur le salaire et qui décident de ne pas aller au-delà. Et là, vous savez que le salaire dans la fonction publique territoriale est hyper codifié. Dans la fonction publique nationale aussi d'ailleurs, par la même occasion. Oui, la nationale c'est pareil. Et quelque chose d'hyper codifié et ne souhaitez pas rajouter effectivement la prime. Après, sur la question de est-ce que la prime rentre dans le calcul de la retraite, monsieur Guéné a parfaitement raison. Aucune prime ne rentre effectivement dans le calcul de la retraite. L'avantage que je vois pour nos agents, ben tiens, mais je vais prendre l'exemple des aides à domicile, par exemple, c'est que dès le mois de janvier, chaque mois, les aides à domicile vont avoir une augmentation de leur pouvoir d'achat. Or, quand on sait que le point d'indice des fonctionnaires est à nouveau gelé, ça permet, sur un travail qui n'est pas un travail simple, qui n'est pas un travail très attractif, qui n'est pas un travail très reconnu, et j'ai envie de dire nationalement et depuis plusieurs années, voilà, de reconnaître un peu ça. On a une population qui vieillit, on a besoin d'aide à domicile. Bon, voilà, il y a forcément, dans tout élément, il y a du pour et du contre. Monsieur Padi? En 10 secondes, oui, on aurait pu faire évoluer uniquement cependant sur le point d'indice, sur la valeur du point d'indice et sur l'indice. Ce qui est bien évidemment... Je prends un exemple pour moi, qui était dans la fonction publique, certes militaire. J'avais une certaine solde à la fin de ma carrière. Comme j'avais énormément de primes dans les fonctions que j'occupais, primes de risque, primes de vol, primes de guerre, primes de ci, primes de là, ma retraite était la moitié de ce que je touchais. 50%. Mais quant à l'évolution du point d'indice, tout le monde sait que ce n'est pas du pouvoir de ce conseil municipal. Là, c'est totalement hors de nos compétences. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, juste... apparemment une demande d'intervention de monsieur Laborde, je lui passe le micro. Voilà, oui, je ne vais pas parler des militaires, je vais parler des enseignants qui, eux, n'ont pas leur retraite divisée par deux, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas de prime pendant leur service actif. Voilà. Bon, si on pouvait éviter de faire tout le tour... Est-ce que je parlais du prime? Non. Si on pouvait éviter de faire tout le tour, ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Monsieur Faregnaud veut y aller aussi. Ça n'est pas la fonction publique d'État qui va s'exprimer. C'est juste pour apporter une précision. Il y a une prise en compte désormais dans la retraite du système indemnitaire, mais dans la limite de 20%.
Madame Guyonneau. Non, je ne vais rien inventer, mais simplement, moi, je me réjouis quand même que effectivement les missions des aides à domicile soient valorisées, parce que c'est vrai que c'est une profession qui est difficile, et les contraintes horaires, les contraintes physiques, le public fragile et la sécurité d'autrui, ça fait partie des contraintes qui touchent leur profession, et je trouve que c'est important de le reconnaître, comme le disait tout à l'heure Madame le maire. Merci. D'autres demandes d'intervention? Madame César Brunet. Oh, je vais participer moi aussi. Non, moi tout simplement, je voudrais, j'en profite. Nous sommes au conseil municipal pour remercier donc la personne qui a cité donc Monsieur Paddy, Madame Natacha Dumartin, qui a fait un énorme travail de préparation sur toutes les négociations qui ont été menées, et voilà, elle-même et aussi son service. Voilà, grand merci à tout ce qui a été fait. Merci. D'autres demandes d'intervention? J'oublie personne. Je peux mettre donc cette délibération en voie? Alors, non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Et la petite dernière, la modification du tableau des effectifs, Madame César Brunet? Modification du tableau des effectifs. Donc pour être plus juste par rapport à nos effectifs en cours, nous vous proposons donc de modifier ce tableau et d'autoriser la création de 3 postes. Excusez-moi. Merci. Des demandes d'intervention particulières? Je mets cette délibération en voie. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. En cette fin de conseil, je voudrais juste vous faire une petite information, s'il vous plaît. Par rapport à la date du prochain conseil, je voudrais vous proposer une date une modification, ce qui est très rare, mais une modification de date du prochain conseil. Le prochain conseil est prévu en février. Il était prévu le 9, si ma mémoire est bonne. Le 5. Il était prévu le 5 février, si ma mémoire est bonne. Je voudrais vous le proposer de le décaler au 26 février. Pourquoi le décaler là? Parce que là, on rentre en début d'année, c'est-à-dire on rentre dans la préparation budgétaire et on craint sérieusement qu'au 5 février, il nous manque au niveau national un certain nombre d'éléments et au niveau de la métropole également un certain nombre d'éléments. Vous savez peut-être qu'il était prévu de revoir le pacte financier et fiscal avec la métropole, avec un séminaire finance qui était prévu au mois de novembre. Et parce que la direction finance de Bordeaux Métropole estimait qu'elle n'avait pas encore suffisamment d'éléments tant que l'ensemble de la loi finance n'était pas voté, tout cela a été décalé en janvier-février. Donc, je vous propose de mettre le prochain conseil municipal, non pas au 5 comme ça avait été annoncé jusqu'à présent, mais au 26, et en vous proposant que la date de la commission réunie ne soit pas pendant les vacances scolaires, mais soit avant les vacances scolaires, de manière à ce que tous les parents et grands-parents qui ont besoin de profiter de leurs enfants et petits-enfants puissent le faire. Donc ça sera le 7 avec une date de commission réunie, dans ce cas-là le 7, plus en avance que d'habitude, histoire de libérer l'ensemble des élus sur les vacances scolaires de février, si vous avez des raisons familiales. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente soirée.